Les amis, comment ça va? Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer euh, la- dans le domaine bien le module d'expression écrite, d'accord? On a vu récemment les, euh, la méthode d'analyse littéraire composée de titrologie, l'étude générique, la narratologie, l'énonciation et l'étude systématique et thématique. Puis on a vu la littérature avant 45, 1945 et après 45 et après 62. Et on a vu aussi, on a parlé avec, je dirais, et on a donné, expliqué des informations par rapport à comment traiter un texte littéraire, etc. Maintenant, il nous reste, je crois, il ne reste pas beaucoup, je crois, trois cours. Ce ne sont pas des cours, mais c'est juste des flashs, je dirais, d'informations. Par exemple, oui, concernant des auteurs, on a Rachid Boujdra avec le fameux roman La répudiation, publié en 69. Et vous avez ici, vous remarquez, le passé simple de Driss Schreibi, c'est-à-dire euh, contre la répudiation. C'est une sorte de littérature comparée dont l'auteur il est en train d'exhorter ou bien de nous faire, c'est-à-dire de, de nous expliquer et de nous euh, montrer c'est-à-dire la différence entre le style de l'écriture des deux auteurs. Bon, on va lire un petit peu et on va donner une petite conclusion. L'œuvre de Rachid Boujdra est abondante et possède tous les traits de la littérature de la nouvelle vague. Abondant, c'est-à-dire il a publié, je dirais, énormément. Hein. Bon, je peux citer une autre œuvre, Timimoun, hein, si vous connaissez Timimoun, et d'autres œuvres. Hein. Si, bon, l'œuvre de Rachid Boujdra est abondante, c'est-à-dire, voilà, et, est connu, il est célèbre c'est-à-dire par rapport à la publication et possède tous les traits de la littérature de la nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est-à-dire les nouveaux auteurs, ou bien les nouveaux littéraires, ou bien si on peut dire les nouveaux écrivains après 62. En tout cas, Rachid Boujdra, il n'est pas considéré comme un auteur après 62, non. Il a été, je dirais, un auteur avant, je dirais pendant, même, il a commencé sa carrière avant l'indépendance et est devenu un auteur connu après, je dirais, 62. Dans ses romans, l'écrivain fait appel à plusieurs procédés de la littérature mondiale contemporaine auxquels il associe harmonieusement des éléments de l'oralité nationale. Ce mot, c'est la première fois que je fais connaissance à ce mot, harmonieusement. Mais c'est compréhensible. L'écrivain fait appel à plusieurs procédés. C'est-à-dire, il a incorporé, il a lu, il a aussi, parce que l'écrivain, c'est aussi un auteur, c'est aussi un lecteur, pardon. C'est-à-dire, après des lectures dans la littérature mondiale, il est arrivé à, je dirais, à tracer son chemin, à faire un style qui est, je dirais, imposant, hors du commun, qui le distingue des autres auteurs. À partir de la répudiation 69
et l'insolation 72, c'est une autre œuvre de Rachid Boujra, qui ont choqué le lecteur national par une contestation violente et la transgression des tabous traditionnels. Oui, par rapport de ces deux œuvres, les anciennes, moi j'ai pas lu l'insolation, mais j'ai lu la répudiation, et on a fait, même on a étudié ça avec notre professeur, et j'ai fait des recherches, j'ai collecté des informations. Euh, bon, pour Rachid Boujra, il est toujours, bien, c'est-à-dire par rapport à la critique, les critiqueurs, ils le rapprochent toujours c'est-à-dire qu'il a affranchi des tabous, il a révélé des choses, il fallait pas les dire, etc. Mais vous savez bien que l'auteur, il a une sorte de, je dirais, de sermon. Il peut pas, je dirais, il peut pas être contrôlé ou bien ce qu'on appelle, il n'est pas guidé par ce qu'on appelle par une autorité ou bien qui va lui ordonner de faire ceci et et n'importe quel voilà, non, il est libre dans ses pensées et c'est l'auteur, l'écrivain, je crois, c'est-à-dire le but de l'écriture, bien sûr, c'est de combattre le mal, parce que le mal, il a un seul visage. On ne peut pas, c'est-à-dire, euh, comment dirais-je, on ne peut pas camoufler le mal ou bien défendre le mal par, euh, et de reprocher à quelqu'un qui a révélé des crimes et et des, des- comment dirais-je, et et des actions ou bien, comment dirais-je, on va on va, comment dirais-je, on va lui reprocher atteint à la pudeur publique ou bien à, c'est pas, l'ordre public, non. Moi, je suis avec Monsieur Archibouja, je dirais, jusque l'os. Je pense que c'est une personne qui a vu le mal dans un coin, dans une situation, et, euh, et sa conscience lui a, lui a permis, lui a poussé à écrire et comment dirais-je, dénoncer, voilà le mot, dénoncer, euh, voilà, dénoncer le mal, tout ça, parce que la répudiation, elle part de ça, sans entrer dans les détails, voilà, la famille, voilà, parce que le mal existe soit dans une famille que vous êtes membre, ou bien dans un quartier, ou bien dans un ghetto, ou bien dans une société, ou bien dans une classe, ou bien dans une école, ou bien, je sais pas moi, entre deux amis. Le mal, il est présent et vous devez le combattre. Et l'écrivain, c'est ça son rôle. Et lorsque nous, malheureusement la société, euh, bien sûr, la société, elle est conservatrice, hein, mais je pense qu'il ne faut pas leur en vouloir de dire la vérité. Point barre. Et bon, on continue la lecture qui ont choqué. Bon, l'Insolation 72, c'est une deuxième œuvre de Rachid Boudia qui ont choqué les lecteurs nationaux par une contestation violente et la transgression des tabous transientiels. C'est-à-dire, il a affranchi les tabous, voilà. Et jusqu'à Timimoun, voilà, on a évoqué Timimoun, 94. Le roman-ci analyse plusieurs problèmes de vie sociale algérienne d'un point de vue personnel particulier, sous fond d'obsession. Tous ces problèmes politiques, historiques, revêtent, grâce symbolisme de ces romans, une signification universelle. Normalement, on le considère comme quelqu'un qui est précurseur, hein, parce qu'à l'étranger, il a sa place. Il a sa place. Et bon, on va pas parler trop sur ce. Bon,
Avec Rachid Bouja, nous rentrons dans une nouvelle génération d'écrivains, mais l'entrée remarquée par un plus large public se fait avec publication. Bon, ici, l'auteur, il est en train de nous, je dirais, parvenir ou bien de nous expliquer comment le parcours de Rachid Boujdra. On connaît ça, on connaît bien, il a connu des bas, des hauts et des bas, comme tous et des situations contraintes, parce que l'écrivain, je dirais, il est en symbiose avec la société. C'est-à-dire, si, voilà, si il y a c'est-à-dire, c'est l'écrivain, si on peut dire, c'est le miroir qui reflète l'état, ou bien les situations et les drames, ou bien le côté bon qui se passe dans la société en général. Et lorsqu'on dit la société, on dit aussi la population. Voilà. Ça, c'est en général. Et puis, le passé simple de Driss, je crois, Driss Shaibi, oui, euh, c'est un des romanciers aussi les plus connus dans le Maghreb et aussi dans le monde entier. Dans ce roman, Shaibi repose le conflit intérieur d'un fils formé à l'école française à son père, le patriarche par excellence, désigne tout au long de l'ouvrage pour le titre de Seigneur. La délivrance survient dans le dernier chapitre avec le départ du fils pour, euh, pour, euh, pour la France et son retour au Bercail, mais libéré cette fois-ci dans la tutelle de son père. Bon, ici il nous propose un extrait on va lire juste le premier. Comme ai-je eu droit au port de ces articles, taxes, d'imitation, métèques, mon livret scolaire, tableau d'honneur, premier prix au Axis, Xi en latin, grec, allemand, dissertation française et autres matières vénérables, si j'ai peiné veillé, parfois sangloté de lassitude, ce n'est par, ni par goût. La lecture, elle est illisible. Bon, c'est un extrait, vous pouvez télécharger sur Internet, trouver ce qui nous concerne, c'est la répudiation. Hein. On a parlé énormément de la répudiation. On peut ajouter quelque chose. La répudiation, elle part d'une situation vécue, qui est vécue bien sûr par l'auteur, Rachid Boujdra, par rapport à sa famille. L'auteur, où il y a des membres de la famille. Il a un frère, il y a un père violent, un père de formation religieuse, hein, mais il était, on peut dire, il était un peu délinquant. Hein. Il buvait l'alcool. C'était pas quelqu'un, je dirais, il était, on peut dire, il était déséquilibré, voilà. Et voilà, il a fait des sacrilèges par rapport à cette famille. Il était violent. Même l'auteur, c'est-à-dire la situation, elle était très vraiment catastrophique. Il y avait de tout. Hein. La débauche, je dirais, absolue. C'était une famille vraiment qui est bien sûr, je décris ça comme une famille qui a vécu, c'est-à-dire l'enfer sur terre, un père infernal. La maman, c'était une femme, je dirais, soumise. Elle n'a pas de, voilà, elle était faible, vulnérable. Et le père, c'est qui contrôle, mais il abuse. Il abuse, je veux dire, le mot abuser, c'est-à-dire, vous pouvez c'est-à-dire sans dire et avec précision et parler avec des détails. Il abuse, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut avec ses filles, avec son fils, avec tout le monde. Il était le Mac, c'est ça.
Et voilà qui est des drames, le frère de Rachid qui décide de suicider. On ne sait pas si c'était à cause de... Mais c'est forcément la cause, elle est palpable. Euh, cette pression exercée par le père, et aussi, si on parle aussi de cette situation vécue, ici cette scène est vécue avant l'indépendance, c'est-à-dire lorsque l'Algérie était française. Et parce que lorsqu'on dit quelqu'un qui a fait des études religieuses, il donne à l'alcool, hein, il se donne à l'alcool, c'est quelque chose. Alors, si on pose la question, on est dans quelle période de l'histoire de l'Algérie? C'est pas forcément parce c'est pas que on est colonisé ou bien les Français sont toujours. Alors, on trouve ce genre de gens. Non. Mais plus ou moins, comment dirais-je, cette description, elle nous donne, je dirais, un peu, elle nous approche l'image c'est-à-dire de deviner un peu que cette situation, elle est forcément, c'est-à-dire, comment dirais-je, déroulée avant l'indépendance, parce comment dirais-je, le peuple était loin de la religion, il n'y avait pas je dirais, de, de, comment dirais-je, de gens qui insistent, bien qui incitent à la bonne conduite. Voilà. Alors, c'est forcément. Et aussi la pression de la société, le manque et le chômage, le manque de tout, de tout. Alors, l'homme est toujours, je dirais, rebelle dans sa pensée et est vulnérable aussi. Mais s'il n'a pas une bonne, je dirais, base, et cette base, elle est toujours, je dirais, la base, toujours, je dis, elle est conservée, elle est bâtie par la religion. La religion joue un rôle, et les religions en général jouent un rôle primordial dans la société, qui préserve beaucoup de choses. Elle préserve contre la délinquance, contre les abus. Elle nous fait, je dirais, toujours, elle nous éveille vers, je dirais, et de connaître, c'est-à-dire notre rôle dans la vie. Et voilà, il faut pas dépasser, il faut pas, c'est-à-dire il y a des lignes qui sont infranchables, on ne peut pas les affranchir, voilà. Et voilà, ça, c'est le climat, l'atmosphère par rapport à cette situation décrite par l'auteur dans la répudiation. Et voilà. Moi, je voulais juste vous donner une petite... par rapport aux gens qui n'ont pas l'accès ou bien ils n'arrivent pas à avoir des cours ou bien qui n'assistent pas pendant le cours de soit le TD ou bien le cours magistral. Bon, merci de votre attention et on va passer à la deuxième, je crois. Mais avant de quitter, puisqu'on est, on est arrivé à 18 minutes, on va conclure avec un autre cours. Bon, bon maintenant on va passer à la littérature d'urgence. On va la définir et donner des exemples. Ici, on peut aussi partager une compréhension, c'est bien. La littérature algérienne des années 90, c'est la littérature d'urgence. C'est une littérature je dirais, qui représente cette période de l'histoire du pays, 90. En particulier, celle écrite pardon, en français et publiée en France. Elle est écrite en français et publiée en France. Ça, c'est la littérature d'urgence. C'est-à-dire des écrivains
sollicité ou bien qui voulaient, ils ont opté pour une publication à l'étranger et précisément en France. Et aujourd'hui, l'étiquette comme une littérature d'urgence. C'est une nouvelle conception de la littérature appelée aussi l'imminence de témoignages d'urgence qui a pris la naissance de l'actualité dramatique des années 90. Bon, l'essentiel, c'est que vous devez retenir, ce que vous devez retenir, c'est que lorsqu'il s'agit de littérature d'urgence, il faut comprendre, bon, qu'il s'agit d'écrivains, hein. Bon, cette littérature a été très, très, je dirais, contrastée, ou bien connue, ou bien a été émergée pendant les années 90. Parce que la littérature, elle est présente, mais bon, elle est présente, mais des fois des tabous, des fois à cause d'une loi, à cause d'une autorité, qu'elle n'arrive pas à émerger. Émerger, c'est-à-dire sortir. Hein, c'est pas immerger, émerger avec E. Sortir et voir le jour. Alors, cette littérature possède ses, je dirais, ses partisans et ces écrivains. Ils ont décidé ils ont choisi de publier à l'étranger. Et lorsqu'on dit publication à l'étranger, bien sûr, on va former des idées et poser la question pourquoi ils ont décidé de s'orienter, ou bien d'aller à l'étranger pour cette publication. Si forcément il y a des, des, des causes politiques, sociales, etc. Et même culturelles. Bon, des romans réalistes et bouleversants ayant connu un grand succès comme, comme ceux de Rachid Mimouni, La Malédiction, Rachid Boujdra avec Timimoun, La vie à l'endroit, Assia Djebbar avec Le Blanc de l'Algérie, Yasmina Khadra, L'automne des chimères, et À quoi rêvent les loups, c'est aussi une œuvre de Yasmina, de Mohamed Dib Si Diable Vent, de Bessa Bey avec au commencement était la mer, de Aziz Choueki, Étoile d'Alger, Boualem Senal, Le serment des barbares. On se focalise sur le profit des tueurs ou des terroristes, des personnages présentés comme de jeunes marginalisés qui basculent du jour au lendemain dans l'intégrisme. Ah oui, l'intégrisme, il est toujours évoqué, surtout par rapport à des écrivains comme Rachid Boujdra, comme Assia Djebbar, comme d'autres. Voilà, et puis on voit qu'il y a un extrait qui correspond à Yasmina Khadra. On a parlé, on a terminé, on a dit des personnages présentés comme des jeunes marginalisés qui basculent du jour au lendemain vers dans l'intégrisme. Bon, l'intégrisme, on rapproche toujours à Rachid Boujdra l'intégrisme et d'autres. L'intégrisme, qu'est-ce que ça veut dire? L'intégrisme, c'est le retour, je dirais à, à la religion, hein, à la source, au fanatisme, le fanatisme, et, les journalistes, vous savez bien que les journalistes jouent avec les mots, ils utilisent le mot intégrisme, fanatisme, et il met l'auteur, c'est-à-dire au milieu, et des fois il leur rapproche, bien, il leur reproche, pardon, d'être, c'est-à-dire fuir le pays par rapport à... Et c'est une réalité, je pense que un écrivain, je pense pas, pourquoi il nie? C'est une réalité. Bon, maintenant, c'est laisser, bon, on va continuer à lire, c'est laisser le mot venir quand ils vont, dit Marguerite durant le numéro 190 du magazine littéraire, l'attraper comme ils vont,
sa place de départ ou ailleurs quand il passe, il vit vite écrire, j'ai appelé ça littérature d'urgence. Ça, c'est un extrait à tenir que cette littérature d'urgence est une littérature connotation négative. Elle se base majoritairement sur le témoignage. Pour une certaine catégorie d'écrivains, les textes sont des textes brouillons. Les schémas, les thèmes font partie de l'actualité, tant de narration, tant de la publication, etc. Ici on parle des composantes ou bien, euh, comment dirais-je, les clés ou bien les composantes, voilà, les composantes de cette littérature d'urgence. Comment, c'est-à-dire, si on a une question, comment on reconnaît un texte ou bien la littérature d'urgence? Bon, vous devez savoir que la littérature d'urgence, elle traite, je crois, elle traite des sujets où il y a un témoignage par rapport à l'auteur ou bien une personne, un personnage, c'est-à-dire l'auteur dans la peau de de cette personnage, ou bien de ce personnage, oui. Et voilà, la littérature connotation négative, bien trouver, je dirais, l'auteur évoque par exemple des situations, des drames. Par exemple, on cite ici l'œuvre de Yasmina Khadra, l'attentat, pour une certaine catégorie d'écrivains. Et vous pouvez aussi ajouter la répudiation de Rachid Boujdra. Certaines catégories d'écrivains, les textes sont textes brouillons. D'après, c'est-à-dire comment la conception ou bien la formation de la littérature d'urgence, c'est-à-dire vous trouvez que l'auteur il se base sur, il a une débauche, voilà. Les thèmes font partie de l'actualité tant de la narration. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ce sont des thèmes d'actualité du quotidien, du vécu, voilà. Maintenant, on passe à Yasmina Khadra, dont son vrai nom, Mohamed Moulsehoul. Né en Algérie en 55, il intégra l'école des cadis del Méchoir à l'âge de 9 ans, avant de se retourner vers une carrière militaire. Bon, il a fait une carrière militaire, puis c'était une carrière, je dirais, tracée, voilà, c'est-à-dire par ses parents, ou bien son père, je crois. Et puis il avait une tendance vers la littérature. Et voilà, il a suivi son chemin. Hein, il a décidé d'être écrivain. Et, ça vient comme ça. Il est devenu maintenant, voilà, un c'est-à-dire des figures ou bien un des noms euh, lus en France et considérés comme les écrivains, je dirais, les plus, je dirais, admirés par les Français. Et voilà. Mais il est rapidement sommé de soumettre des textes à la censure militaire. Pour lui, il n'est question ni d'accepter ni de rencontrer de renoncer à l'écriture. Il avait des problèmes avec la censure, voilà. Il se relie à la suggestion de sa forme de prendre un pseudonyme. Et lui, voilà, le pseudonyme, voilà, c'est le pseudonyme de sa femme. Cette histoire, elle est connue, voilà. Euh, révélé en 97. Mais c'est très important de parler de ça. Voilà, c'est le. Normalement, pourquoi ici on pose pourquoi le nom de Yasmina Khadra, c'est pas accident. Hein, d'après accident, un des autres, je crois, des éditeurs vient de contacter Yasmina Khadra, mais celui qui vient de décrocher, c'est sa femme. Il n'était pas à la maison. Alors, je crois que il y avait un malentendu. C'est forcément la femme avait un français, je dirais, modeste. Alors c'est pour ça ils n'arrivaient pas à bien communiquer. Et l'éditeur, qui était un éditeur français, alors il a mal, je dirais, compris je dirais, la suggestion de bien ce qu'a proposé parce qu'il cherchait, c'est-à-dire le consentement, hein, cherchait un un consentement de l'auteur, euh, de son nom, c'est-à-dire c'est-à-dire de choisir quel nom pour le mettre sur le, je crois, le premier livre.
Alors, c'est venu comme ça le nom de Yasmina Khadra par accident, parce que c'est les deux, le nom et le prénom, je crois, de sa femme. Voilà, c'est ça l'histoire. Et l'auteur a accepté ça. Il voulait, il a dit que voilà, c'est une porte de bonheur. C'est quelque chose qui m'a fait, je dirais, chance, qui m'a porté de chance, c'est-à-dire de mettre le nom de ma femme. Et voilà, tout être est libre dans sa pensée et dans ses gestes. Voilà, ça c'est l'histoire par rapport à le nom, je dirais, un nom qui est emblématique, si on peut dire. Yasmina Khadé est aussi l'auteur de Double Blanc, L'Automne de Chimière. Vous avez aussi Les Hirondelles de Bagdad, bien les Hirondelles de Kaboul, Les Sirènes de Bagdad et autres. Moi, je ne suis pas admirateur de cet auteur. Et voilà, puisqu'il est programmé, on doit le lire, on doit le vous proposer. Voilà. Mais je pense que le style de l'auteur, c'est pas un style qui fait rêver. On ne peut pas le considérer comme Hugo ou bien comme Alexandre Dumas, par exemple, Les Quatre Mousquetaires ou bien du classique. Même on ne peut pas le considérer comme Ketib Yassine ou autre. Euh, Parce que moi j'ai lu, je crois, l'attentat, mais j'ai lu l'attentat. J'ai vu que oui, l'homme possède un lexique riche, hein, mais en comparaison avec les classiques, ou bien même pas, on va pas faire la comparaison, avec écrivains comme, je dirais, un des précurseurs comme l'œuvre Nejma de Katib Yassine, on trouve une grande différence. Ou bien Mouloud Ferrand dans Le Fils du pauvre. Il y a une grande différence. On peut pas. Voilà. Je pense que l'écrivain, il est le fils de sa période, si on peut dire. Le fils de sa période, il incarne. Parce que les périodes. Parce que voilà, on voit, avec le temps, on trouve que la littérature, elle se dégringole. Hein, elle se dégringole. Même des fois, on parle. Moi, j'ai pas vu ça, mais j'ai entendu de la part de professeurs qui disent il y a maintenant des maisons d'édition qui acceptent, pêle-mêle, hein, acceptent comme ça des œuvres, même lorsque vous tombez sur des fautes, et vraiment des fautes graves. euh, et ça, c'est grave par rapport à la littérature. Et c'est pour ça, moi je pense, c'est pour ça que les éditeurs sont orientés vers des maisons d'édition qui ont le poids par rapport, je crois, à la révision. Parce qu'ils possèdent des gens compétents. Mais malheureusement, puisque il y a, le commerce est entré dedans, il y a des gens qui ont formé des maisons d'édition juste pour, c'est-à-dire, par rapport à je dirais, je dirais lucratif, c'est-à-dire par une, je dirais, la base ou bien un but lucratif. C'est pas un but, je dirais, d'apprentissage, ou bien comme, voilà. Bon, c'est ça. Par rapport à littérature d'urgence, vous devez juste bon, retenir des écrivains, connaître la définition, retenir des écrivains. Voilà, Yasmina Khadra, par exemple, c'est un écrivain contemporain. Vous avez Rachid Boujdra. Et aussi mettre deux à trois œuvres par rapport à l'auteur et connaître aussi les bases de cette littérature d'urgence. Et tout va passer, Inch'Allah, bien et vous n'aurez pas de problème. Maintenant, on va passer, je crois, à notre cours et dernier dans la séquence littérature. Bon, maintenant la littérature féminine. Ah, bon, il faut faire la différence entre féminine et féministe. Hein? Je répète, il y a une différence, je crois, entre. Oui, c'est pas je crois, je suis sûr et certain.
entre féminine et féministe. On ne peut pas confondre la littérature féminine et la littérature féministe. La première, c'est-à-dire féminine, est écrite par les femmes. La seconde a pour objectif de défendre, prendre les femmes, de défendre les femmes. Prendre les femmes et dans l'atmosphère littérature dominante est plutôt féminine. D'accord? C'est-à-dire, lorsqu'on dit féministe, qu'est-ce que ça veut dire? Féministe, c'est un mouvement. On peut dire que c'est un mouvement, hein, pour défendre les droits, hein, les abus causés contre la femme, contre voilà, la femme en général. Et c'est ça. Ça, c'est le début. Maintenant, on va commencer par la littérature féminine. Une littérature écrite par des femmes. D'accord? La littérature algérienne produite par les femmes est une littérature qui a vu le jour il y a quelques décennies. En effet, l'ascension de la littérature, ascension c'est-à-dire la hauteur, cet avancement vers le haut, l'ascension de la littérature féminine fut progressive depuis la publication en 1958 du premier roman d'Assia Djebbal, La Soif. D'accord? Dans cette période, Assia Djebbal, elle est considérée pour la première c'est-à-dire la première femme qui a écrit une œuvre, mais en réalité non. En réalité non. Avant elle, il y avait avant l'indépendance, il y avait il y avait d'autres, comme par exemple Meissa Bey, hein. On va découvrir ensemble les autres. Bon, les Algériennes se sont exprimées et se sont dévoilées. Les femmes sont dévoilées. Voilà. Les femmes algériennes emploient un style d'écriture qui emprunte un autre cheminement narratif dans un espace différent que celui décrit par les hommes. En fait, nombreuses. Ce sont les femmes qui ont euh, affranchi, je crois, la barrière du silence, hein, et qui ont pris la plume comme Meissa Bey, Malika Mekdem, Nidia Sebki, je crois Naïma, bien Bouraoui, Kawthar Adimi et bien d'autres. Elles ont levé pour s'aventurer dans un espace encore méconnu et qui est la lecture, l'écriture, pardon. Ouais, c'est un soulèvement, c'est une indignation, hein, si on peut expliquer, c'est un soulèvement, une indignation des femmes, hein, lectrices, pardon, autrices, auteurs, autrices, voilà, qu'ils ont, je dirais, c'est une action brave de leur part, voilà, et voilà, ils ont pris cette initiative pour dire, voilà, nous sommes, la femme aussi, elle a sa position, je dirais, décrocher et avoir tous c'est-à-dire être présent dans tous les domaines, notamment le domaine de la littérature et l'écriture, notamment. Et voilà, on vient de citer plusieurs noms. Et le nom le plus, je dirais, connu, je dirais, été en feu dans le monde de la littérature et en France, même au monde entier, c'est le nom de Assia Djebbal. Parce que Assia Djebbal était, bien sûr, a été un des figures, elle et, je crois, monsieur Rachid Boujdra, un des figures, ils étaient, leur nom
étaient présentés dans la compétition des prix de Nobel. Des prix de Nobel. Euh, mais malheureusement, euh, ils ont pas eu ni Rachid ni Assia. Mais Assia Djebar était un des membres de l'Académie française. Hein. L'Académie française, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le socle. C'est c'est le socle, c'est le berceau de la langue française dans le monde entier. Et c'est quelque chose, je dirais, vraiment extraordinaire. Elle reflète, si elle reflète, c'est-à-dire le côté, bien sûr, le côté acculturation et savant de la femme, et aussi l'appartenance, c'est-à-dire elle vient d'un pays qui a vraiment une histoire, je dirais, comment dirais-je, une histoire par rapport à qui est considérée comme une terre, je dirais, ou bien le socle du savoir, et aussi l'Algérie a été toujours considérée comme comment dirais-je, la terre des écrivains. La terre des écrivains, si vous chevauchez dans toute la littérature, vous ne trouvez pas impossible de ne pas évoquer le mot Algérie. C'était impossible, soit c'est-à-dire par notion je dirais, par rapport à cette immense superficie, soit par, je dirais, la diversité de la culture et des parlers, soit par la diversité aussi des mœurs, et aussi la nature, voilà, beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses aussi ont évoqué, je dirais, l'aspect historique et je dirais, antiquité que l'Algérie a été, je dirais, a vécu, je dirais, était le terrain de plusieurs civilisations qui ont contribué à l'identité de la culture, mais je dirais pas c'est-à-dire la personnalité, parce que les personnalités, c'est bien que c'est pas la personnalité, c'est-à-dire la langue, parce que la langue, vous savez bien que, puisque la langue, des fois, si on a deux langues, on sait bien que ce qui est dominant, il écrase ce qui vient par la suite, mais il reste, je dis comment dirais-je, il reste des, des traces soit dans la langue, soit dans la pratique par rapport à des mœurs, traditions, etc. On a évoqué le nom de Yassia Djebbar, c'est très important. La littérature féminine, voilà, maintenant on doit noter que la plume femme en Algérie s'est imposée dans le monde littéraire, bien avant les années de la colonisation française, une écriture, je dirais, sensible et sensuelle en langue française qui a su submerger et étonner le lecteur français assoiffé de connaître l'autre et sa culture. Et aussi, dans ce premier paragraphe, on ne doit pas le négliger. J'ai oublié de mentionner quelque chose. On est arrivé ici, les femmes algériennes empruntent un style d'écriture qui emprunte un autre cheminement narratif dans un espace différent que celui décrit pour les hommes, voilà, etc. Maintenant, on arrive ici, et voilà, ils ont pris la plume comme Meissa Bey, Malika Mqaddam, hein. Ça, c'est, je crois, Meissa Bey, c'est la première écrivaine algérienne du nom Monsieur Bey. Oui. Bon, aussi, on se trouve dans l'obligation de mentionner la marginalité, la marginal, tu sais, c'est quoi ça? Je ne vais pas dire ce mot. Sous- Obligation de.
Bon, dans une minute. Bon, on va continuer de. Bon, bon. Retenons que ces écrivains d'avant 54 étaient des élèves de l'école française. Bien sûr, ils ont vécu ça la période avant l'indépendance. On peut citer Fadma Aït Amrouche. Fadma Aït Amrouche euh, avec Ma vie. Elle a publié un seul, une seule œuvre, hein, est considérée comme les précurseurs de la plume féminine algérienne. Euh, histoire de ma vie, de plusieurs poèmes et chants. Bon, à part du, à part de sa vie vécue en Kabylie. Aussi, on se trouve dans l'obligation de mentionner la marginalisée malgré ce talent remarquable dans 20 de première classe. Elisa Raïs, dans son vrai nom, Rosine Boumedine. Voilà. Elisa Raïs, c'est ça la première femme, hein, écrivaine. 1876-1940, née dans une famille juive de Blida et c'est-à-dire elle présente lecteur français comme elle se présente à un lecteur français comme une écrivaine arabe. C'est un choix, je crois, fait par son éditeur, parce que je crois ils ont vu que puisqu'elle est juive, elle ne sera pas, je dirais, favorable, bien estimée par rapport à la population. Et ils ont aussi ils l'ont reproché pardon, que elle faisait du plagiat, ou bien elle n'est pas détenteur, ou bien détenteur, ou bien propriétaire de ses propres, de ses œuvres, hein. Parce qu'on cite ici le café Enchantant. Le café Enchantant, vous avez la fille du Pacha, Saïda, la marocaine. Il y a, je crois, là deux ou là trois, je crois trois. Et c'est un des femmes qui ont contribué à la plume féminine. Bon, mes amis, ce que vous devez retenir par rapport à la littérature féminine, c'est bien de lire comme ça. Des fois, de vous tomber sur des informations qui sont pas cohérentes, alors vous devez l'éviter. Moi, je vous conseille juste de comprendre, garder l'essentiel, hein, la définition, et vous ajoutez, vous retenez le nom, je dirais, de la première écrivaine algérienne, du nom on vient de l'évoquer actuellement, Elisa Raïs, hein, Elisa Raïs, le voilà, d'accord, Elisa Raïs. Et voilà. Et vous ajoutez Assia Jabbar. Hein, Assia Jabbar. Et si vous voulez aussi de prendre de cette... l'auteur vous a donné une série de noms. La voilà. Elle est là. Cette série. Hein. Mais c'est mais ce qui compte, c'est pas les noms. Hein, c'est pas les noms. C'est votre façon de d'écrire et d'exprimer et de développer. Hein, qu'est-ce que vous connaissez par rapport à la littérature française, féminine algérienne? Hein, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est à vous c'est-à-dire de parler. Vous pouvez aussi parler de la littérature féminine et la différence entre la littérature féminine et la littérature féministe, c'est très important. Et vous ajoutez par exemple, vous dites que la littérature, la femme en général, l'écrivaine, euh, les écrivains femmes, eh bien les écrivains, les écrivains, les écrivaines
voilà, ont trouvé des difficultés par rapport aux difficultés et des obstacles dans la société pour exercer leur, je dirais, leur métier d'écrivain. Et ils ont voulu, il y a des écrivains qui ont décidé de, je dirais, de prendre euh, des pseudos, hein, des alias, euh, d'autres formes pour que, voilà, un camouflage, si on peut dire, de peur de leur vie, par exemple, ou bien, et d'autres trouvaient que c'est pas encore tôt de prendre cette, et d'autres voient que voilà, c'est le temps de s'indigner, hein, d'écrire et de parler et de s'indigner parce que c'est bien que c'est cette, ce combat, s'il n'est pas, je dirais, bien organisé et n'est pas fait, alors il sera, je dirais, un projet vain, c'est-à-dire inutile. Voilà, c'est ça l'essentiel. Bon, je pense que ça, c'est ça l'essentiel. Bon, dans ce cours, on a fait connaissance à la littérature féminine, hein. Je vous ai demandé, ou bien je vous ai conseillé de garder, de mémoriser, ou bien de connaître la définition, et c'est à vous de développer, hein, et de citer, ne pas oublier citer des noms, deux ou trois écrivaines, et aussi de faire la différence entre la littérature féminine et féministe, hein, c'est très important. Et en plus, euh, on a parlé, je crois, aussi de Rachid Boujdra, hein, répudiation. Et oui, parce que Rachid Boujdra, je crois, il est programmé de connaître son œuvre et son style d'écriture. Et voilà, le style de Boujdra, si on peut ajouter quelque chose, c'est un style qui est hors du commun, imposant, hors du commun, qui n'est pas pareil, je dirais, si on compare à d'autres comme Smina Khadra ou bien d'autres, on trouve que entre lui et les autres, il y a quelque chose qui est en relation avec, je dirais, avec la littérature, je dirais, avec le, comment dirais-je, je sais pas comment décrire ça. C'est-à-dire, on trouve, ou bien on pense que le bonhomme, il n'est pas intéressé par, je dirais, le côté, c'est-à-dire le côté c'est-à-dire lucratif, hein, c'est-à-dire mais, c'est-à-dire, il n'est pas, c'est quelqu'un, on peut dire quelqu'un qui écrit pour, euh, pour montrer, démontrer sa vision, sa pensée à la société et au monde. Oui, c'est pas quelqu'un qui écrit pour, je dirais, pour commercialiser son œuvre. Il cherche pas ça. Vraiment, c'est vrai. Moi, je vous invite à lire La Répudiation et d'autres, comme Timimou. Vous trouvez que il y a, parce que il faut pas oublier que l'auteur, il écrit dans deux langues, hein, dans deux langues, arabe et français. Et il a le talent et la perfection dans les deux. Mais d'après la constatation, ou d'après l'analyse, vous trouvez que oui, si on le compare par exemple à Yasmina Khadra, on trouve que l'autre, il est, il est pour, je dirais, le côté, je dirais, de commerce. C'est-à-dire, ouais, et ça, malheureusement, c'est triste. Pourquoi? Parce que l'écrivain, normalement, il a une mission. Il a une mission qui est une mission, je dirais, qui n'est pas une mission d'acculturation et de transmettre le savoir et de la connaissance. Parce que ça, c'est le but de l'écrivain. C'est bien d'écrire, avoir un talent et écrire et avoir des... Mais lorsque le côté de l'argent, hein, entre, je pense qu'il salit l'image et vraiment, c'est vraiment triste. Moi, je suis pas spécialiste, mais en tout cas, je donne juste, je suis libre de dire, hein, voilà. Et bon, et maintenant, littérature d'urgence. Bon, ce que vous devez retenir.
La littérature d'urgence, c'est une littérature qui vient, je dirais, dans une situation qui n'est pas, je dirais, programmée. Hein? Comment dirais-je? Vient comme ça, hop, voilà, je décide d'écrire. Voilà, si tu sors, parce que vous savez, on entend des fois que l'écrivain dit que j'ai une situation de révélation. Hein? C'est vrai. C'est une révélation dans le sens, c'est-à-dire, il a cette idée, il a un projet, mais tellement il a des informations, je dirais, énormes, hein, il a peur, ou bien il a peur de perdre cette idée et de ne plus, je dirais, se souvenir de cette idée. Alors, il, il- il procède à écrire sur un brouillon, sur un mur, voilà. Ça, c'est la littérature d'urgence. La littérature d'urgence, elle est toujours préparée dans un brouillon, hein, un brouillon. Bon, elle est liée à, je dirais, à des événements, c'est-à-dire actuels et quotidiens. Euh, on trouve là du témoignage, on trouve aussi le côté de la narration. euh, et puisque c'est une écriture, vous trouvez aussi même, vous trouvez je dirais, le pronom je, hein, vous trouvez le pronom je, vous le trouvez, et aussi vous trouvez aussi que l'auteur, il n'a pas, je dirais, il n'a pas changé en appliquant le temps ou bien utilisant le temps, l'imparfait, et aussi trouver une variété normalement, mais par rapport au temps, ce qui domine, c'est l'imparfait. Voilà, ça c'est par rapport à la littérature d'urgence. Je pense que la littérature, on a présenté je crois, deux séances. C'est ça la deuxième séance. La deuxième séance, elle a englobé, je crois, euh, le reste. Moi, je vous conseille de lire, de voir et de revoir les deux vidéos. Comme ça, vous arrivez à retenir sans mémoriser, hein, sans mémorisation. Et voilà, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.